je pilote, d'où je pilote la maison de l'autisme, donc ce projet qui n'en est plus un, qui est une réalité où on se trouve aujourd'hui et qui existe également à distance, puisque certains d'entre vous ont pu s'inscrire et participer à cette conférence à distance, d'où qu'ils se trouvent en France et dans le monde. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir pour la 3e fois consécutive le professeur Catherine Barthélémy, femme médecin, professeure émérite, aujourd'hui vice-présidente de l'Académie nationale de médecine et qui va bientôt devenir la première femme à présider cette institution reconnue et populaire et très, très précieuse pour nous, qui est donc l'Académie nationale de médecine. Voilà, chère Catherine. Donc aujourd'hui, nous allons avoir pour la 3e fois consécutive une conférence du professeur Barthélémy sur qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui de l'autisme, avec toute une série, un temps dédié aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas à les poser ici en live. Et pour les personnes qui sont en ligne, n'hésitez pas à noter vos questions et vous pourrez nous en faire part par mail, puisque vous savez où nous joindre sur la rubrique ou nous contacter de la maison de l'autisme.gouv.fr. Voilà, je ne vais pas plus tarder, mais tout ça pour vous dire que la maison de l'autisme, c'est un lieu de vie, un lieu de programmation culturelle, artistique, scientifique. Et aujourd'hui, nous avons une belle illustration de cette programmation scientifique avec le professeur Barthélémy. C'est votre maison, donc vous venez, vous l'investissez, vous prenez le temps de la visiter, de tester ses aménagements, de nous faire vos retours. C'est très, très important pour nous. Et sans plus tarder, je passe la parole au professeur Barthélémy et bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Ella. Alors, nous sommes ensemble pour une heure. Vous voyez, c'est un temps court et que je souhaitais aujourd'hui très interactif parce que c'est important pour nous, pour moi, qui suis dans un monde qui est, on va dire, un heureux mélange de professionnels du soin, de la santé, mais aussi de personnes qui pratiquent dans le secteur médico-social, des praticiens qui sont auprès des personnes à tous les âges de la vie, les familles qui ont eu beaucoup d'importance dans l'évolution de la connaissance sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, à tous les âges de la vie, et puis aussi les chercheurs. Tous ceux qui sont des scientifiques qui vont participer, encore une fois, à éclairer au mieux comment aider ces personnes à vivre tous les jours dans la vie courante, mais aussi dans des situations plus exceptionnelles, leurs différences et profiter de leurs ressources personnelles pour faire face à des situations qui leur sont quelquefois très difficiles, très complexes. Voilà, donc vous voyez, j'ai prévu de projeter un film qui est en fait un reportage, c'est une séquence qui a été filmée à la télévision, vous allez voir, et qui retrace cette expérience de vie en famille de l'autisme chez un jeune que je connais très, très bien, hein, que j'ai connu alors qu'il était très, très petit, tout jeune, et qui est en mesure d'expliquer, vous voyez, ce qui s'est passé dans sa vie à l'intérieur. Vous allez me dire, tous les autistes, toutes les personnes avec autisme à l'âge adulte, dans cette période de vie où on sort de la famille, on explore des nouvelles situations sociales, ne sont pas dans les mêmes, je dirais, capacités à résoudre les problèmes. Mais ce reportage et ce dialogue avec le journaliste est très important parce que il permet de mettre en évidence de l'intérieur quels sont en quelque sorte les talents, mais aussi les fragilités
et les difficultés de ces personnes qui naissent avec une ressource interne parfois cachée. Et puis aussi des particularités qui vont les embêter au jour le jour, mais qu'ils peuvent surmonter grâce à eux-mêmes, soutenus par les autres. Voilà, c'est un peu le résumé. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Toutes les questions sont intéressantes. Même si vous avez l'impression que votre question est moyennement intéressante ou vous vous sentez un peu gêné, n'hésitez pas. C'est toujours important de donner son point de vue et de poser des questions qui peuvent vous paraître même un peu décalées. Aucun problème. Voilà. Alors, coup d'œil sur Gilles. Donc, on va ouvrir la discussion. Tout de suite, vos réactions. Je vais donner trois pistes. La première, c'est que ce jeune homme a développé des capacités qu'on appellera extraordinaires et que néanmoins, ce n'est pas dans un contexte habituel qu'il a pu les développer. Vous savez que dans le cadre des plans, des stratégies, on a été très attentif au fait que tous les enfants handicapés, et en particulier les enfants ayant un trouble du neurodéveloppement, l'autisme, puissent aller à l'école. Et on voit comment ce premier point de la socialisation, du travail en groupe, de l'apprentissage, là, c'est fait de manière totalement autonome et que, bon, ça pose l'articulation de ce qu'on appellera les capacités intellectuelles qui peuvent être atypiques. Là, elles sont, on va dire, exceptionnelles. Elles peuvent être au contraire en déficit, c'est-à-dire des manques dans le domaine de l'apprentissage, de la mémoire. Là, c'est hyper mémoire. Et la vie sociale. Le deuxième point, c'est que il était très sensible. Il raconte l'histoire du métro. Et bon, évidemment, au cours de cette séance, il n'était pas prévu de souligner les troubles du comportement. Mais c'était un garçon qui était très difficile à élever et très difficile à emmener, puisque les moindres petites différences qu'il entendait dans les sons, qu'il voyait, qu'il percevait comme étant une irrégularité, il voyait des petits détails qui clochaient et ça le mettait dans des grandes colères. Et à l'âge de 3 ans, avant qu'il ne puisse parler, exprimer, ça a été très, très compliqué. Parce qu'il avait ce qu'on appelle des troubles du comportement qui faisaient que ses parents étaient terrorisés à l'idée de l'emmener en dehors de chez eux. Et puis le troisième point, c'est celui du fait qu'il vit avec une jeune femme. Voilà, il est en couple. Et là aussi, ils expliquent très simplement que finalement, ils ont chacun leur talent, mais ils vivent un petit peu à côté l'un de l'autre. En même temps, il y a beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, mais ce n'est pas typique comme... voilà. Sur ces 3 points, allons-y. Qu'en pensez-vous? Allez, qui se lance? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que d'après dans la vidéo, on peut voir que les personnes autour de lui savent et lui disent clairement que son monde n'existe pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça n'a pas dérangé, parce que c'était quand même tout son univers, on va dire.
Oui, 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 tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est là qu'on s'aperçoit, c'est un point très, très important, c'est-à-dire la capacité de l'environnement, on va dire, familial, social, à intégrer de manière positive la différence. Vous savez que c'est un sujet, hein, un sujet à l'époque qui n'était pas si développé que ça dans ce qu'on appellera les actions pour faciliter euh, le, le bien vivre des très jeunes enfants. Il est important de former les familles. Dès qu'il y a une détection de ce qu'on peut appeler vraiment des éléments qui indiquent qu'il pourrait y avoir une évolution des écarts au développement, soit en trop, soit en pas assez, ou des particularités de comportement qui indiquent que l'autisme pourrait être là chez cette très jeune personne de moins de 3 ans, eh bien, il est important de former les familles pour que les familles, en même temps, restent tout à fait alertes sur ces questions de différence, mais aussi, je dirais, aident la personne à développer son monde tout en gardant ce lien. Parce que le fait qu'il accepte que on lui dise que ce monde n'existe pas, voyez, est le fruit vraiment d'interactions très, très positives avec sa famille. Ses parents, aussi bien Chantal et c'est vrai, je me souviens des premières descriptions de Chantal Tréhinck, parce qu'à l'époque, quand il était tout petit, ils étaient aux États-Unis. Et cette différence était une sorte de marque d'originalité, et ils avaient très peur, les parents, que ça soit une marque qui puisse aboutir à la discrimination. Voilà, tout à fait. Tout, autre commentaire. Donc, on voit le rôle de la famille, hein, et de la formation de la famille. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Sadek et j'ai le syndrome de Asperger. J'ai pas aimé le film du tout. Je l'ai vu chez moi, chez mon ami, et j'ai pas aimé. Il y avait quelque chose de provoquant. Je veux dire, ça se voit que le garçon, il a un talent musical incroyable et il peut dessiner. Sauf que le truc de le monde qui n'existe pas, que la ville qui n'existe pas et tout, ok, c'est pas grave, c'est un jeu. Mais ce que je peux vous assurer que les neurotypiques ont aussi de mots beaucoup plus faciles. Ils peuvent dire un mot et la contredire dans 5 minutes et puis la recontredire. Et ça, c'est plutôt le monde imaginaire provoquant. Moi, je me suis senti embarrassé quand j'ai vu le film, je ne sais pas pourquoi. Mhm. Et, non, et surtout que vous connaissez mieux que moi, que cette situation, cette histoire rose, n'est pas une histoire représentative du tout. Je parle statistiquement. Normalement, on n'a pas des parents qui, malheureusement, qui jouent de musique avec au contraire. Et surtout le monde. Les parents peuvent être beaucoup plus chaleureux que le monde extérieur. Pour la copine, je le félicite. Même les neurotypiques ont des problèmes à avoir des couples. Donc ça, tout le monde le mérite, c'est pas grave. Donc, je m'excuse d'être Non, dur. tout à fait, tout à fait. Je pense que vous pointez, hein, que ce film il représente des conditions qui sont, on va dire, particulières, hein. Et que vous vous sentez pas du tout, je dirais, similaire, ou vous avez une gêne. Vous avez une gêne.
Personnellement, je me suis senti embarrassé quand je l'ai vu. Et là, maintenant, encore, c'était pire. Mm. Il y a un côté un petit peu, désolé de mots, mais il y a un côté un petit peu dans le reportage animal exotique. Un petit peu que le garçon, il n'est pas en train de raconter des trucs importants tout le temps. Et quand même, on est très heureux. Ça, c'est pas la vraie vie. Ça c'est les films. Donc, mais bien évidemment, la difficulté avec les parents, les faire sortir, ça, j'allais pleurer en fait. J'ai une expérience horrible. Mes parents ont des expériences horribles d'embarrassement à cause de moi. Mais oui, bien évidemment, il y a de similarités claires, mais plutôt avec la fille que le garçon. Tout à fait, tout à fait. Non, j'entends bien et je pense que ça peut faire l'objet aussi de remarques, de commentaires. J'ai choisi ce clip parce que justement, vous voyez, il y a encore une dizaine d'années, parce que ce reportage, il doit avoir à peu près... on a beaucoup développé ce que j'appellerais des actions médiatiques pour faire connaître l'autisme sur la base un petit peu de, entre guillemets, de stars. Hein. Et ça a créé un malentendu parce que les porte-paroles de l'autisme n'étaient pas forcément représentatifs de toute cette population de jeunes enfants qui ont, comme on dit, une grande diversité hein, de contextes familiaux, sociaux, et puis aussi de développement. Hein. Maintenant, voilà, les choses ont beaucoup changé, mais je crois que c'est important aussi à l'heure actuelle, vous voyez, où on parle beaucoup de troubles du comportement, de difficultés, de poids sur la société de ces personnes. C'est important aussi de faire connaître que quelquefois, il y a malentendu, c'est-à-dire que des troubles du comportement chez le jeune peuvent cacher une ressource, et même chez certains qui ont un langage très réduit ou même qui ne parlent pas, qui ne parleront pas, qui auront forcément accès à la communication avec des alternatives au langage. Mais chez ces personnes-là, il y a toujours une ressource. Il y a toujours une ressource. Donc, très bonne remarque. Vous êtes gêné parce que, quelque part, vous avez dit, bon, ça, c'est l'artefact télévision. Hein. Le fait de passer à la télévision, ça donne toujours l'idée que c'est un peu un rôle d'acteur, quoi, un rôle de... Mais la diversité. Et la diversité, quelquefois, la ressource de chacun est un peu occultée par les troubles du comportement et l'absence de langage. Ça, je veux bien que certains réagissent parce que je suis sûre que vous avez des idées là-dessus. Au départ, le fait que les enfants ne parlent pas laisse penser qu'ils n'ont pas une intelligence et même peut-être des talents exceptionnels à développer. Professeur, on a Oui. des questions à distance. On va essayer de les partager. D'accord. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, je suis Anne Roulon, je suis présidente d'une association Espérance Bleue 82 de parents qui accompagne des jeunes adultes autistes. Moi, ma question concernant le film, c'était l'autonomie de cette personne. Est-ce que cette personne a une réelle autonomie de vie, d'un point de vue de vie quotidienne? Parce que le narrateur a dit à un moment donné qu'il avait un appartement à côté de chez ses parents et qu'il était très souvent chez ses parents. Donc, je me questionnais s'il était réellement capable de vivre seul. Merci.
Très bonne question. Alors, le degré d'autonomie, il est relatif, hein. On a bien vu que bon, c'est un jeune qui, encore une fois, peut communiquer, peut, on va dire, avoir des amis, hein, puisque il est capable aussi de, on va dire, de parler à la télévision, voilà. Dans la vie quotidienne, il n'a pas été forcément très autonome. Voilà, il a toujours eu besoin de ses parents, et puis quelque part de sa compagne, hein, parce que sa compagne, vous l'avez vu, hein, elle est très attentive. Elle décrit bien que elle, elle le replace, hein, elle le repositionne. Elle dit, mais écoute, tu parles de ta ville, c'est dans ta tête. Vous voyez, mais les parents de Gilles ont toujours été très proches. Et donc, comme vous le voyez, ils ont suivi. Donc, c'est une autonomie, je dirais, guidée, soutenue et par la proximité de la famille. Les parents ont beaucoup donné, hein, et ont beaucoup, ils se sont aussi engagés dans le milieu associatif. Ils ont eu un grand rôle dans ce qu'on appellera le changement de regard sur l'autisme dans notre pays et au niveau de l'Europe. Alors, il y a une autre question à distance. Oui, bonjour, je ne sais pas si c'est... Vous m'entendez? Et Vous si entendez? Très bien, très Oui, bien. bonjour madame. Effectivement, pour aller un peu dans le sens des commentaires... D'abord, oui, je suis le parent d'une enfant autiste. Pour aller un petit peu dans le sens aussi des commentaires qui ont été faits, je voulais juste savoir, mais je ne sais pas si c'est le propos ou pas, en fait, je ne me rends pas très bien compte à distance. Il y a eu, enfin, comment dire, il y a eu récemment, on a beaucoup poussé les autismes qui, vous savez, les politiques publiques catégorisent l'autisme en 3 catégories selon la gravité de l'autisme, et beaucoup a été fait pour la catégorie 1, avec l'obsession actuelle de l'égalitarisme et d'incorporer absolument, et la catégorie 1 y arrive très bien puisqu'ils sont proches du fonctionnement possible, mais très peu est fait pour la catégorie 3 en fait, qui est négligée dont on n'entend pas beaucoup parler. Je ne sais pas si vous allez aborder ce thème-là aujourd'hui. Bien sûr. Je ne sais pas si ma question est claire, excusez-moi. Mais... Si, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, il y a des degrés, non seulement dans ce que j'appellerais l'impact des troubles et de la communication sociale, et puis de l'adaptation au changement, voilà, la capacité de ces enfants et de ces jeunes à vraiment supporter ce qui n'est pas forcément prévisible. Vous savez, c'est l'honnêteté d'un côté, c'est-à-dire la communication sociale, les interactions, et puis aussi le fait d'avoir vraiment une activité qui soit compatible avec le rythme de la famille, avec le rythme de l'école. Et puis, il y a aussi, au-delà de l'intensité ou de la sévérité des troubles dans ces deux domaines qui définissent l'autisme, il y a des difficultés associées. Et en particulier, dans de très nombreux cas, il y a ce qu'on appelle un trouble du développement intellectuel, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont dans le domaine du raisonnement, de l'activité intellectuelle, de l'apprentissage, etc. Ce sont des enfants qui sont plus en difficulté. Ils ont ce qu'on appelle un retard de développement ou un décalage de développement, ce qui complique les choses, hein, bien sûr. Et puis, il y a d'autres troubles associés. Il y a des troubles associés, ce qui fait que quand on regarde la constellation des troubles du neurodéveloppement, si on met l'autisme au centre, il y a les troubles
ce qu'on appelle du développement intellectuel. Et puis, il y a aussi les troubles de l'attention avec l'hyperactivité qui sont souvent associés. Vous voyez? Alors, quand un enfant a, comme on appellera, une constellation de troubles hein, qui finalement complique hein, l'autisme, ça va créer ce qu'on appellera un handicap qui est, je dirais, de degrés différents. Il y a, dans le spectre de l'autisme, hein, si je représente, je ne sais pas si nos interlocuteurs nous voient, vous voyez, le spectre de l'autisme, à une extrémité, on a des personnes qui sont douées, voire surdouées hein, dans certains domaines, comme les Gilles. Et puis à l'autre extrême, on a des personnes qui sont très handicapées parce qu'elles ont des difficultés majeures à communiquer, à s'adapter, mais aussi un retard de développement, hein, des incapacités à apprendre, à même être autonome, à être propre, à manger seul, etc. Vous voyez? Et donc, dans ce spectre, il y a toute la gamme des possibilités. Je pense que c'est très important. Vous voyez, je m'attendais hein, à ce que vous ayez cette réaction, que vous posiez cette question, parce qu'on ne peut pas dire que l'autisme est juste, vous voyez, une difficulté dans la communication sociale. Et c'est déjà un handicap. Hein. Le fait d'avoir une intelligence ou une mémoire surdéveloppée quelque part est un talent exceptionnel, mais ça peut être aussi un handicap. Hein. Et puis, à l'autre extrémité, il y a ces personnes qu'on appellera, qui sont proches de, entre guillemets, la situation de polyhandicap. C'est-à-dire, c'est un mélange de difficultés qui font que la vie de tous les jours, l'autonomie, la vie sociale, le fait d'aller à l'école, à la crèche quand ils sont tout petits, et tout ça, c'est très, très difficile. Donc, on doit tenir compte de ça. Alors, j'avais prévu, je ne sais pas si on aura le temps, hein, parce que j'ai un diaporama justement où j'ai vraiment résumé cette question en quelques diapos. Si vous voulez, on peut les passer parce que je me suis trouvée, vous savez, hein, dans ma vie de médecin, confrontée ou je dirais mêlée, voyez, à des situations depuis le tout petit âge jusqu'à l'âge adolescent et à l'âge adulte, de personnes qui étaient complètement différentes et qui portaient le même diagnostic, en effet. Donc, sur un papier, quand on écrit trouble du spectre de l'autisme, ça ne suffit pas. Hein, ça ne suffit pas pour l'ouverture des droits, l'ouverture vraiment à ce qu'on appellera tous les services qui sont les services qui sont offerts à tous les citoyens français, eh bien, français et d'ailleurs dans le monde, hein, eh bien, il faut bien décrire, et ça, c'est le rôle des équipes, hein, des équipes spécialisées qui maintenant sont disponibles en France. Hein. On est dans une maison de l'autisme. Vous savez, en 10 ans, il y a eu des progrès absolument extraordinaires en France. Et il y a des équipes spécialisées qui sont en mesure d'accueillir des très jeunes enfants, des adolescents, des adultes et maintenant des personnes âgées pour décrire au mieux leurs possibilités, aussi leurs difficultés, de manière à ce qu'on leur permette de participer à notre vie sociale dans les meilleures conditions pour eux. Hein, c'est ça le but. Voilà. Donc, si vous voulez, est-ce qu'on peut installer le diaporama? Oui, très bien. Très bien, tout à fait. Donc, voilà. Parfait. Alors, je vais essayer de me servir de cet instrument magique. Voilà. Peut-être est-ce qu'il y avait une diapo, celle-ci. Vous voyez, ça, c'est une synthèse un peu de ce qu'on appellera le parcours. Hein. Et
à quel moment le trouble du neurodéveloppement va provoquer ce qu'on appellera des différences. Parce qu'il va se trouver. Alors, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la naissance à gauche, des facteurs de risque avec la génétique, tous les polluants, les toxiques, et qui peuvent altérer le fonctionnement des réseaux nerveux à l'intérieur du cerveau. C'est ce que je vous ai un peu raconté les fois précédentes, en sachant que cet impact du trouble du neurodéveloppement, il se voit la plupart du temps très, très vite, parce que quand on a l'œil exercé pour examiner les bébés et qu'on a été entraîné à repérer chez eux des petites difficultés, on peut poser le diagnostic d'un risque d'autisme, de trouble du spectre de l'autisme ou de neurodéveloppement plus largement, je dirais, dès la fin de la première année. Bon. Après, dans la routine, ça survient vraiment entre 18 mois et 3 ans. Et c'est là qu'il faut intervenir. Mais on sait que toutes les possibilités sont ouvertes toute la vie. C'est-à-dire que c'est jamais fini. On peut poser le diagnostic, on peut venir rencontrer des équipes spécialisées alors qu'on est adulte à partir de 20 ans, mais on peut avoir 40 ans et dans les centres de ressources, dans les équipes spécialisées autour de ces centres régionaux, eh bien, il y a la possibilité de poser un diagnostic, même à l'âge de 70 ans. C'est arrivé qu'il y ait des personnes. Alors, c'est pour cette raison que, alors aujourd'hui, on est dans la période adulte. Diapositive suivante. C'est moi qui l'ai avancé. Donc, ça fait longtemps, vous voyez, ça c'est bon, ça marche. Vous voyez, le noir, c'est le docteur Lenoir, Pascal Lenoir, qui dans sa thèse, avait fait cette espèce de schéma que je trouve très bien parce qu'il échappe un petit peu au nom des classifications, etc. Il avait dit, mais vous savez, quand on dit autisme, il faut mettre un S et puis il faut mettre aussi vraiment des caractéristiques. Il y a ceux qui sont sans langage, il y a ceux qui ont une déficience intellectuelle, ils sont bizarres. Il y en a qui sont Asperger à l'époque, vous savez, au niveau, les passifs, les actifs, ceux qui bougent tout le temps, etc. Et puis, Emmanuel Dubrul, que je vous ai montré lors de la séance numéro 1, il disait « J'ai bien conscience que les classifications sont un outil administratif. C'est important de poser un diagnostic. Quelque part, il faut faire un papier pour ouvrir les droits, aller à la MDPH, tout ça, etc. Mais qui sert à aiguiller les professionnels vers les circuits. Mais je reste persuadée qu'il est difficile de dresser un profil type, étant donné la variété incommensurable des troubles du spectre autistique. Et qui dit problématique ressemblante ne veut pas dire solution semblable. Je pense que c'est un point très, très important. Vous voyez, en 3 fois, je ne peux pas porter tous les messages, je ne peux pas vous faire un truc encyclopédique sur l'outil. Je vous apporte des messages. Je veux dire, cette diversité des situations, elle fait partie de du secret de la réussite de l'accompagnement. Vous voyez, il ne faut pas vouloir faire la même chose avec tous les enfants. Chaque enfant va guider son entourage et donc il faut être à l'écoute de l'enfant et de l'adolescent et plus tard de l'adulte. Et là, je vous ai résumé, ce sont des images qui sont issues de mes dossiers. Vous voyez, j'ai ces 3 jeunes qui ont 30, 23 et 20 ans. C'était en quelque sorte la fin de leur cursus, vous voyez, à ma consultation.
Et comme je les avais connus quand ils étaient très, très petits, j'ai pu voir que leur évolution, avec un profil au départ qui pouvait se ressembler, était en fait tout à fait différent. Alors, au départ, vous voyez, Mina, elle a 30 ans, donc elle aussi, hein, je l'ai connue alors qu'elle avait 3 ans. Et donc, vous voyez cette carte jaune, elle représente ses difficultés, l'intensité de ces difficultés dans 4 axes. Il y a d'abord la communication sociale, l'adaptation. Ensuite, l'axe qui est ROT, c'est-à-dire le retard de développement, global, on va dire. Ensuite, il y a un axe qui s'appelle neurologique, les troubles neurologiques. Et est-ce qu'il y a des troubles de la motricité? Est-ce qu'il y a des troubles sensoriels, par exemple visuels, auditifs, mais aussi de l'épilepsie? Et puis, elle, l'axe langage, vous voyez, et donc, c'est ou bien il n'y a pas du tout de langage, et donc dans ce domaine, ça veut dire que les troubles sont intenses, ou bien il y a du langage, et dans ce cas-là, la note, la sévérité des troubles du langage va être très, très faible. Donc, Mina, vous voyez, elle a une carte qui est, on va dire, très colorée et très... la surface, hein, de ce qu'on appellera ces handicaps est importante. Alors que, quand elle avait 3 ans, ils avaient un profil tout à fait équivalent, hein. Mais l'évolution a fait que, et ce n'était pas forcément du fait que ces enfants n'étaient pas bien suivis, c'est du fait que leurs troubles étaient de nature différente et la composition de leurs troubles était différente. Au milieu, vous avez Gino, qui a 23 ans, et Gino, alors, il est, lui, vous voyez, la surface de sa carte, hein, est très hétérogène. Dans le domaine de la neurologie, il n'a pas de problème, mais c'est un jeune qui a un autisme qu'on appellera moyen, parce qu'au fond, il communique pas mal, mais il a des très gros troubles du comportement. Il a de très gros troubles du comportement et il ne parle pour ainsi dire pas, hein. Donc, avec un retard de développement qui est un retard qu'on appellera moyen, moyen, modéré. Et puis, et donc, Tino, à droite, vous voyez, sa carte, elle est toute mince, hein, ce qui veut dire qu'au fond, Tino, c'est un jeune qui a un autisme avec un bon niveau intellectuel, même dans certains domaines un peu supérieurs, qui n'a pas de troubles neurologiques. Il a un autisme, là aussi, moyen, modéré. Ce n'est pas quelqu'un qui communique. Et puis, il a des troubles du langage, mais il arrive à communiquer avec le langage. Et donc, vous voyez que, alors qu'à 3 ans, ils étaient venus à la consultation, et je n'aurais pas pu, vous voyez, prévoir à 3 ans qu'ils auraient un destin. À l'époque, avec les instruments qu'on avait, avec l'expérience qu'on avait, je n'aurais pas pu imaginer qu'ils aient un destin aussi différent. La jeune Mina, elle est accueillie dans une masse. Gino, il est accueilli dans un IME. Et Tino, il va au lycée, hein, il va passer le bac. D'accord? Voilà. Alors, vous voyez, là, on va passer un petit peu vite, mais j'ai résumé les consultations parce qu'à l'âge adulte, vous voyez, il y a tout un passé. Et ce qui a été très important, il y a 2 lignes qui sont très, très importantes. C'est que les accompagnants, vous voyez, grâce à ce qui s'est construit autour de ces jeunes, quelles que soient leurs difficultés, ont fait qu'il y a toujours eu une collaboration. Vous voyez, la jeune qui est très handicapée, elle est sur fauteuil, elle arrive avec sa mère, elle arrive avec l'AMP qui travaille auprès d'elle dans la masse et l'auxiliaire de vie qui intervient à domicile. Et donc, la deuxième ligne qui est importante, qui est colorée aussi en bleu, c'est la conclusion des examens.
c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après la consultation, bilan à l'âge de 30 ans. Eh bien, c'est qu'on aura besoin pour cette jeune d'un médecin, d'un infirmier, d'un ergothérapeute, d'un psychologue et d'un orthophoniste. Vous voyez, il va y avoir une constellation d'interventions parce que c'est une personne, entre guillemets, qui a un polyhandicap, hein, avec un diagnostic de départ qui était vraiment imprévisible de ce point de vue. Alors, voilà. Le deuxième, c'est Gino. Alors, pareil, Gino, je vous ai dit, il a des graves troubles du comportement. Lui, il est très auto-agressif. Et puis, de temps en temps, il a des espèces d'impulsions. Il casse tout, il est complètement déroutant. Donc, voilà, là aussi, les deux lignes importantes, c'est les accompagnants. Vous voyez, les parents sont toujours là. Les parents sont toujours là, ils ont gardé l'énergie. C'est très important dans les équipes de bien comprendre ça. C'est que ce n'est pas sur 6 mois, sur 12 mois, ça va être la vie entière, hein. Donc, cette continuité, parce que la personne, elle est au cœur d'un écosystème. Et si la famille craque, si la famille, eh bien, ça ira moins bien, hein, ça ira moins bien pour tout le monde. Et puis, la monitrice éducatrice est normale. Et c'est une monitrice éducatrice qui est en même temps dans l'établissement et qui intervient à la maison. Vous voyez? Donc, ça, c'est très chouette. Mais on voit, hein, que dans la conclusion des examens, il va y avoir un suivi médical, un infirmier, et un ergothérapeute, un psychologue, un orthophoniste. Vous voyez, c'est-à-dire que le panel, hein, qui est nécessaire, ça aussi, hein, ça fait partie des pratiques au long de la vie, avec un diagnostic à peu près similaire, je dirais, superposable à l'âge de 3 ans, on aboutit à des contextes de vie qui sont quand même, et de santé qui sont quand même très différents. Voilà, et donc, bien sûr, ce qui s'est passé, on voit bien, et on voit bien aussi enrichir les acquis d'autonomie et de connaissance générale chez un garçon qui n'est pas forcément disponible, hein. Il a de l'intelligence, il a eu droit, vous l'avez vu, hein, dans la palette des interventions, à une orthophoniste alors qu'il était non-verbal. Il a développé du langage alors qu'il avait 7 ans, 10 ans et même plus. C'était incroyable, hein, il ne faut jamais lâcher. Et puis, bien entendu, après, bon, il vivait toujours chez sa maman et c'était important qu'il puisse commencer en lien avec la famille, à prendre son indépendance, hein, à aller dans un autre contexte. Voilà. Et puis, oh, pardon. Et puis, le troisième, c'est ce garçon de bon niveau qui prépare le bac et tout ça. Et puis, là, la consultation, elle met en évidence que ce garçon, ben, au fond, son fonctionnement, il est le même, toujours, hein, il a beaucoup de capacité à apprendre, etc. Mais c'est l'année du bac. Et il est anxieux, il a des idées noires. Vous voyez, il est tellement anxieux que à certains moments, on peut se poser la question s'il n'est pas vraiment, il n'a pas des idées un petit peu, entre guillemets, interprétatives. Vous voyez, s'il ne pense pas que c'est les autres qui lui font du mal, etc. etc. Donc, c'est pour cette raison que dans la conclusion des examens, je me souviens très très bien qu'on a conclu, hein, qu'il avait besoin d'un suivi non seulement par les éducateurs, les rééducateurs, etc., mais aussi d'un pédopsychiatre, d'un psychiatre d'adulte, parce que voilà, et d'un infirmier. Vous voyez, on était plus dans le soin parce que à titre préventif, hein, il fallait bien s'assurer qu'on était toujours dans de l'anxiété et non pas dans une période de transition et éventuelle vers la schizophrénie. Voilà, donc, vous voyez tous ces... Et donc,
ce jeune homme, ben, il est parti, il a été accueilli dans une équipe spécialisée qui accompagnait des lycéens dans un lycée spécial pour qu'ils puissent passer le bac, mais qu'il ait un suivi médical et psychiatrique à l'intérieur de son établissement scolaire. Vous voyez, voilà. Donc, autrement dit, cette diversité, elle fait partie de la vie. Et donc, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas et qu'on n'a pas forcément de capacité scolaire au départ qu'on n'a pas la possibilité de développer une vie sociale et une réussite personnelle. Mais à condition, vous voyez, que tout ça et ce qui est très, très important, c'est la dernière ligne en bas, vous voyez, et des compensations fonctionnelles développées. C'est-à-dire que la personne, quand elle est installée dans une situation facilitante pour développer ses capacités, et bien, et ce n'est pas forcément seulement l'éducation, la rééducation, c'est aussi ce que j'appellerais la réalisation d'un environnement qui est facilitateur. Vous voyez, ça c'est très, très important toujours de comprendre que c'est la personne qui va être actrice de son progrès, mais il faut faciliter l'exercice, les exercices qui sont parfois difficiles. Voilà. C'est sûr que au milieu de tout ça, vous voyez, il y a une idée de qualité de vie. Alors là, vous reconnaissez le nom en bas à droite d'Éric Willet. Éric Willet est un psychologue. Maintenant, il est professeur de psychologie à Mons, en Belgique. Il a beaucoup travaillé sur ces questions. C'est l'élève de ceux qui peut-être ont connu Ghislain Majrotte. Enfin, c'est toute cette école belge formidable, qui a beaucoup apporté à la France. Je peux vous assurer que si Ghislain Majrotte n'avait pas été là, on ne s'en serait pas sorti aussi bien dans certains domaines. Bon, et donc, cette qualité de vie, et vous voyez, qui fait que des fois, quand les situations sont complexes, je vous ai décrit la situation de cette jeune fille, Mina, qui avait une épilepsie, qui avait des troubles moteurs, qui était en fauteuil, qui ne pouvait pas, voilà. Tout ça. Souvent, on prive ces personnes parce que les gens sont débordés par le problème et ils oublient de faire la conversation avec eux, de prendre le café avec eux. Voilà, vous voyez, il n'y a pas seulement les soins d'hygiène ou tout ça. Voilà, sinon, ils sont perdus au fond d'un couloir. Et donc, quelque part, c'est les empêcher de se développer et d'être au milieu de nous avec un degré de liberté quand même. Voilà, c'est ce que dit. Et il faut s'organiser, il faut culpabiliser personne. C'est pour ça qu'il nous faut des moyens toujours et qu'il est toujours temps. Vous voyez, je vous passe toujours des photos de cerveau parce que c'est un peu là-dedans, c'est dans la boîte crânienne qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et que même si on s'y prend un peu tard et qu'au départ, on n'est pas allé trop vite, trop tôt voir les équipes spécialisées, il est toujours temps. Il y a une plasticité cérébrale tout au long de la vie. Voilà. Donc, la diversité. Je suis bien d'accord. Autre question ? Donc, à travers les différentes personnes que vous nous présentez, soit à travers le film, soit à travers les slides, donc vous nous montrez dans le film 2 personnes autistes avec des dons extraordinaires dans le domaine artistique, avec un coup de crayon extraordinaire, une imagination aussi extraordinaire, et pour ce jeune homme, en plus, une oreille parfaite. Dans les slides, vous montrez donc 3 personnes autistes avec donc des capacités la plus ou moins difficiles. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si jamais vous savez comment les personnes autistes perçoivent les personnes non autistes, donc les personnes neurotypiques. Est-ce qu'elles nous perçoivent comme des personnes intransigeantes, intolérantes, imparfaites?
Et à l'inverse, est-ce que les personnes neurotypiques, comment elles peuvent rentrer dans le monde des personnes autistes? C'est une très bonne question. Il y a des témoignages, hein. Il y a beaucoup de personnes autistes qui ont un bon niveau et des capacités à transmettre, hein, comment elles nous vivent, qui sont assez sévères. Elles ont raison, parce que voilà, c'est bon, un des premiers qu'on a pu connaître, mais il y en a d'autres, hein. Mais celui qui a beaucoup participé justement aux travaux dans le cadre du gouvernement, c'est Joseph Chovanec, hein. Bon, Joseph, il nous rate pas, hein. Et parce que quand même. Mais bon, après, comment, je dirais, pour le tout venant, hein, la personne tout venante, comment rentrer dans le monde. Alors, c'est une question très, très difficile. On va sortir du monde médical, hein, d'accord. Je pense que, et là aussi, il y a des récits de parents qui racontent comment ils ont pu vraiment comprendre et dans ce qu'on appelle la relation empathique, c'est-à-dire même sans langage, pouvoir décoder toutes les inquiétudes, mais aussi les joies, le plaisir, etc. Donc, il y a cette disponibilité et qui nécessite aussi de la tranquillité et peut-être un talent que tout le monde n'a pas forcément, qui est celui de la réciprocité. Vous voyez, tranquillité, c'est ces trois mots-clés qui ont été, je dirais, les premières fois écrits par mon patron, qui est Gilbert Lelord. Il disait, si vous voulez approcher ces jeunes, eh bien, tranquillité, disponibilité, réciprocité. Vous voyez, on n'est pas dans des techniques compliquées, tout ça. Et à partir du moment, mais ça c'est vrai pour tout le monde, pour les êtres humains en général. Mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se parler, de se faire comprendre, si on les installe avec nous dans des conditions qui sont tranquillité, et Dieu sait si notre monde n'est pas tranquille, hein, disponibilité, vous voyez, disponibilité, ça veut dire qu'on ne pense pas à autre chose, hein. Vous voyez, on laisse ces tracas à la porte de, je sais pas quoi, du salon, de la salle de jeu, tout ça, et disponibilité et réciprocité. Vous voyez, cette réciprocité qui veut dire que quelque part, on capte. Voilà, ces trois mots-clés, là, ils sont pas mal. Ils servent d'ailleurs dans tout le reste de la vie. Ce qui nous manque maintenant, et qui a induit beaucoup de souffrance, c'est qu'on n'est jamais tranquille. On a toujours un truc, on n'est pas disponible, quoi. On court après le, je sais pas quoi, d'ailleurs. Et puis, la réciprocité avec les téléphones portables, tout ça, ça commence à baisser, quoi. Thomas, directeur de l'association, j'imaginerais. Merci pour cette présentation et ce que vous êtes en train de dire, cette forme de tranquillité et de patience que vous avez. Néanmoins, avec les exemples que vous nous avez montrés, j'ai une forme de gêne alors à un autre endroit, mais comme si les choses se passaient assez bien pour l'ensemble des publics
ici nous pouvons croiser, ou, etc. Et en fait, de se rendre compte que ce parcours, qui est un parcours du combattant, à partir des premiers diagnostics jusqu'à tout le parcours de la vie, comme si ce parcours-là faisait pas partie de l'écosystème dans lequel ces personnes-là se développaient, et nous autour, ou dedans, je sais pas où. Et finalement, de se dire, de le regarder comme si on rentrait dans des masses facilement, dans des IME facilement, dans des lycées facilement. Moi, ce qui m'est aussi venu quand on regardait le reportage juste avant, c'est que faisons-nous de ces talents? Que faisons-nous de ces personnes qui ont développé des talents communicationnels, artistiques ou autres, quand on voit que l'approche du travail qu'on leur propose en IM Pro, en ESAT, est quand même beaucoup orientée sur du fonctionnel, sur de la mise en conditionnement de produits. Enfin, je ne dévalorise pas le fait qu'ils aient accès au travail. Néanmoins, je me pose la question de comment on se met à les conditionner aussi. Et ça, encore une fois, c'est quand ils ont eu accès à quel encadrement possible, sachant que la NDPH a nommé des situations sans solution, à la charge de la famille, à la charge de ces personnes-là. Donc, c'est un peu cette sorte de dichotomie où je vous vois dans une forme de calme, et ça fait du bien parce que ça remet du temps long dans votre domaine qui est la science, et je pense que c'est important. Néanmoins, comment le corréler avec un écosystème qui est celui du réel? Oui, tout à fait. En 1 heure, vous voyez, en 3 heures, ces rendez-vous, forcément, ils ont quelque chose d'un peu... C'est des icônes, quoi. Donc, pour nous permettre de réfléchir. Et bien sûr que le poids de l'environnement, enfin, ces interactions avec des environnements qui sont des environnements très exigeants ou très intrusifs ou très normatifs, vous voyez, ça pose question. Ça pose question, c'est vrai. On n'a pas la clé, ni les uns ni les autres. Mais ce qui m'a, en quelque sorte, transporté, vous voyez, mais c'est moi, ça. Mais bon, je pense aussi que on voit bien, aujourd'hui on est ensemble, c'est pas par hasard, c'est qu'on a envie que ce soit plus facile, et qu'on soit plus juste dans notre manière d'aborder cette question. Non pas juste au sens de la justice, mais juste au sens de la musique. Vous voyez, pour ces représentations un petit peu, vous voyez, caricaturales, elles ne décrivent en rien ces écosystèmes qui sont des écosystèmes dans lesquels il est important de respecter non seulement la personne elle-même, mais aussi son harmonie avec... il y a une très grande diversité dans les situations sociales, dans ce qu'on appellera les projets d'une famille, les projets d'une société. Ça nous ramène à des questions fondamentales qui sont celles de l'être humain. Hein. Donc, c'est pour cette raison que cette rencontre avec des personnes très handicapées, c'est une chance. C'est une chance parce que ça nous permet de mieux réfléchir ensemble et de faire, quelque part, faire des petits pas à notre humanité. Hein. Mais bon, c'est des tout petits machins. Moi, je suis multicasquette, à la fois parent, professionnelle, militante, et je voulais répondre aux deux préoccupations, questions. Comment les uns perçoivent les autres, et vous faire rire avec
ce qu'a dit une personne autiste. Elle a dit on devrait se préoccuper et essayer de soigner les personnes neurotypiques parce que c'est une condition plus fréquente que les autres et qui pose souci. Et j'aimerais, là aussi, c'est un peu l'aspect militant, les choses bougent lentement, certes, mais bougent tout de même. Et ça serait bien qu'on arrête cette dichotomie neurotypique versus personne autiste. Parce qu'en réalité, comme le disait Catherine, c'est véritablement un continuum. Et il n'y a qu'à voir un peu les retours qu'on a de l'aménagement de ces lieux. Les personnes trouvent, pour certains, une partie des aménagements, de la sérénité, un certain nombre d'éléments. Donc, en gros, ce que vivent parfois certaines personnes autistes sur un plan, que ce soit sensoriel ou de communication, ou peu importe, des personnes dites neurotypiques peuvent le vivre à moindre avec moins de difficultés ou pas systématiquement, etc. Il y a vraiment des moments de la vie d'une personne tout venante, comme tu disais, Catherine, où on expérimente des choses sensoriellement désagréables, etc. Et l'autre question de que faisons-nous? Eh bien, justement, il faudrait peut-être transmettre ce message que la maison de l'autisme, il y a des personnes qui ont reproché que la maison de l'autisme n'accueille pas pour la prise en charge et l'accompagnement, etc., les personnes, mais la vocation première de la maison de l'autisme, c'est en effet de communiquer sur ces talents qui parfois sont en friche, sur ces talents qui sont absolument pas mis en exergue, sur ces talents qui participent pas à l'épanouissement des personnes et qui sont parfois même pas détectés. Et alors, à la maison de l'autisme, on a déjà eu, c'est de tout début, mais on a déjà eu des manifestations de type artistique, danse, musicale, etc. Et c'est pas un hasard qu'il y a un piano de bonne facture qui est installé. Donc, en gros, l'idée, c'est petitement comment chacun peut contribuer à. Et j'ai bien aimé la question de, alors disponibilité, etc., certes, mais la question de la réciprocité. Peut-être que c'est aussi le lieu, cet endroit et d'autres, pour dire que dorénavant, ne pas systématiquement obliger les personnes autistes à socialiser coûte que coûte, etc. Mais peut-être devons-nous trouver les moyens de connexion, de meilleure connexion. Donc, en gros, comment on peut contribuer tous à trouver les moyens de connexion et qui conviennent et aux uns et aux autres. Voilà, j'arrête. Bonjour à tous. Alors, je suis désolée, ma question va peut-être être pas très utile pour les gens qui étaient à l'heure. Nous sommes arrivés en retard. Je n'ai pas le plaisir de vous connaître et j'aurais aimé savoir quelle était votre fonction, votre background et surtout de quelle obédience vous êtes. Si vous êtes d'obédience psychanalytique, est-ce que vous êtes plutôt de Freud, de Lacan, tout ça. Enfin, avoir une petite idée. Voilà, merci beaucoup. Alors, quel est mon parcours? Je suis médecin de formation, je suis pédiatre, et puis ensuite, je me suis orientée vers la psychiatrie à Tours. Et donc, j'ai travaillé auprès d'un psychiatre qui s'intéressait à ce qu'on appellera la relation entre le fonctionnement du cerveau et la maladie mentale. Donc, à l'époque, il était psychiatre et il dirigeait le service des femmes à Tours. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai fait la connaissance avec les enfants qui étaient dans un pavillon du service des femmes et qui étaient des enfants qui avaient des troubles du neurodéveloppement, qui pour beaucoup avaient été même abandonnés. Et c'est grâce à cette rencontre que j'ai ensuite eu la vocation pour faire ce métier. Et donc, vous avez déjà entendu le mot cerveau. Donc, mon patron avait une position qui était celle de comprendre les maladies mentales. À l'époque, hein, c'était dans les années 60-70, vous voyez. Et quand je suis arrivée, il m'a tout de suite mis sur la route d'essayer de comprendre pourquoi ces enfants ne parlaient pas, pourquoi ces enfants avaient des difficultés, des comportements très bizarres, alors qu'ils avaient déjà, et il y avait une petite fille dans cette
dans cette salle commune des enfants de l'hôpital Bretonneau à Tours qui avait une maladie génétique hein, et qui avait créé des difformités de son visage hein, et donc qui était toujours couverte d'un voile et qui ne parlait pas, mais qui avait une mémoire musicale prodigieuse. Elle était capable de mémoriser en une seule fois la mélodie d'un opéra, etc. Donc, vous voyez, quand j'ai rencontré ces enfants, cet enfant, voilà ce que j'ai fait. Après, voilà, je suis devenue professeure, j'ai enseigné la physiologie, ce qu'on appelle le fonctionnement du corps aux étudiants en médecine en première année qui passaient le concours. Et puis ensuite aux étudiants plus âgés dans mon service, futurs psychiatres, pédopsychiatres. La pédopsychiatrie n'existait pas. Moi, j'ai été la première reçue au concours de pédopsychiatrie puisqu'on était 2 candidates. Donc, c'est la pédopsychiatrie n'existait pas. Puis après, j'ai montré que dans le cerveau, en effet, il y avait des fonctionnements très particuliers. Donc, c'est comme ça que j'ai eu la chance hein, d'avoir un prix de l'INSERM pour l'ensemble de ma carrière. Puis voilà. Et maintenant, vous voyez, je continue à militer, entre guillemets, hein, pour que la médecine s'ouvre à ces questions et que c'est une médecine holistique, hein, ce n'est pas une médecine d'organes, ce n'est pas seulement la médecine du cerveau, c'est la médecine de la personne dans son environnement. Et à l'Académie de médecine, quand j'ai été élue, ce n'était pas évident. C'était pas évident, sans doute, d'élire une femme, sûrement pas, mais enfin, oui. Mais la psychiatrie de l'enfant, l'autisme, etc. Donc non, je ne suis pas psychanalyste. Est-ce que vous voulez poser une question? En fait, je voulais répondre pendant une minute. Si, après on prend la dernière question parce qu'effectivement on a déjà pas mal débordé, mais après on pourra toujours rester pour échanger. Allez-y. Désolé. Alors, vous nous avez présenté trois personnes adultes. Pardon, vous nous avez présenté 3 personnes adultes, enfin entre 30 et 20 ans. Et moi, je me pose la question, comment vous les voyez dans 50 ans? Est-ce que vous avez une petite idée de qu'est-ce qu'ils vont devenir, comment ils vont se développer, comment, bon, pour l'instant, il y a des solutions ponctuelles, etc. Mais alors ensuite, ces autistes vieillissants, qu'en pensez-vous? C'est une question très, très importante hein, de ne jamais perdre de vue. Ça, je vous ai montré le schéma, vous savez, cette espèce de grand cercle là, parce que dans les pays occidentaux, en tout cas, la médecine fait des morceaux de vie. Vous voyez, il y a d'un côté les pédiatres, et même parmi les pédiatres, il y a ceux qui s'occupent de la naissance, vous voyez, la néonatologie. Puis après, c'est 0-3 ans, c'est les nourrissons. Puis après, c'est 3-15 ans, donc c'est les enfants. Mais là, déjà, vous voyez, 15 ans, entre l'enfant de 3 ans et l'enfant de 15 ans. Mais enfin bon, finalement, c'est pas si mal parce qu'au moins, c'est le même médecin qui examine. Puis après 15 ans, on passe chez les adultes, en médecine. Hein. Et puis, la médecine, alors après, à l'âge adulte, bon, puis après, il y a les personnes âgées. Et ce qui est curieux, c'est que même pour des questions, on va dire, d'évolution hein, du trouble, c'est très difficile de faire se parler. Enfin, je parle des médecins parce que c'est ce que je connais le mieux. Hein. Ceux qui voient les nourrissons, ils connaissent pas les psychiatres ou les spécialistes du développement de la personne à l'âge adulte
voyez, on passe des concours différents, on a une pratique différente. Voilà, donc vous voyez, c'est comment vous voyez, moi je dirais que si on doit faire des progrès, c'est précisément de franchir les barrières d'âge déjà. Parce que il y a des perdus de vue. Et puis, le deuxième point, c'est que on n'a pas de perspective, je dirais, de relais entre les, on ne va pas dire établissements d'accueil, mais les équipes d'accueil. C'est-à-dire, encore une fois, vous voyez, si on prend l'école, ça commence avant l'école, la crèche. Bon, la crèche, elle dépend de systèmes qu'on appellera plutôt de santé, hein, voyez. Et puis ensuite, c'est l'école maternelle. L'école maternelle, touc, ça s'arrête. Après, c'est l'école primaire. Il y a des espèces de... Et à chaque fois, il y a une perte d'information incroyable. Ce qui fait que c'est ce parcours vie entière qui est celui de la personne, il est complètement segmenté. Et alors, je ne vous parle pas de la recherche, parce que la recherche, ceux qui font de la recherche sur la naissance, ils ne savent absolument pas ce qui se passe si on prend le cerveau, quand le cerveau est vieux, quoi. Parce que chacun est dans son laboratoire, vous voyez, il y a des exigences, on n'a pas le temps. Donc, ce qui m'a semblé très important, vous voyez, et qui me semble très important, c'est que ce passeport, normalement, le passeport santé, le passeport de vie, il devrait être dans la poche de la personne. Et puis, les parents devront en avoir une copie, quoi. Parce que, vous voyez, parce que les dossiers, vous savez, les dossiers ne suivent pas. On perd de l'information incroyable. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais si on a des progrès à faire, vraiment, c'est de considérer nos systèmes qui ont des prestations très, très intéressantes, mais qui communiquent. Parce qu'on travaille comme ça, en tuyau d'orgue. Il y a ceux qui font du tout petit, il y a ceux qui font de l'enfance, il y a ceux qui s'occupent de l'adolescence, il y a ceux qui s'occupent des âges adultes. Mais la personne, elle est toujours la même. Donc, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai travaillé assez longtemps à l'hôpital, puisque j'ai travaillé 40 ans à l'hôpital. Donc, vous voyez, j'ai connu et puis, je ne veux pas dire 40 ans après, mais quasiment. Hein. Donc, j'ai connu des petits qui sont devenus des grands de 30, 35 ans. C'est comme ça que je raconte ces histoires. Mais ça, c'est très rare. Enfin, ce n'est pas parce que je suis unique, mais vous voyez, parce que souvent, on change de poste, la carrière veut que... Vous voyez, c'est comme ça. Et j'ai toujours des nouvelles. Alors, ce qui est sympa, c'est que des petits que j'ai connus alors qu'ils étaient tout petits, ils m'appellent au téléphone et ils me donnent des nouvelles. C'est bon? Bon. Merci Catherine, merci à tous pour de votre attention et de vos questions et remarques très pertinentes et précieuses. Voilà, pas plaisir effectivement comme ça. Merci beaucoup professeur Barthélémy d'avoir mis la science au cœur de cette maison de l'autisme parce que c'est l'une de ses premières missions. Et à très bientôt pour la suite de cette programmation scientifique. N'hésitez pas à rester attentive et attentif sur les réseaux sociaux et sur le site internet maisondelautisme.gouv.fr pour la suite, puisque maintenant, on vous donne rendez-vous en septembre prochain pour la suite de la programmation scientifique avec le professeur Barthélémy, si tu acceptes, Catherine, de revenir, et d'autres scientifiques sur d'autres domaines de la recherche et de la science.
Merci Catherine, en tout cas, d'avoir partagé cela avec tant de clarté et de pédagogie et de calme. Et bonne journée à tous. Je pilote.